Le 25 mars 2026 a été un tournant historique qui s'est joué à l'Organisation des Nations Unies. Sous l'impulsion du Ghana et du groupe africain, l'Assemblée générale a adopté une résolution qualifiant la traite transatlantique des esclaves africains de plus grave crime contre l'humanité. Un vote massif, 123 voix pour, mais derrière cette avancée symbolique, des lignes de fracture profondes, les États-Unis s'y opposent frontalement, rejetant toute idée de réparation. L'Union européenne, elle, choisit l'abstention, prudente face aux implications juridiques et financières. Pour John Dramani Mahama et de nombreux États africains et caribéens, c'est une victoire morale majeure qui relance avec force le débat sur la justice réparatrice, la restitution des biens culturels, mais aussi la reconnaissance des héritages du passé. Mais alors, entre reconnaissance historique et réalité politique, une question demeure. Des réparations, du moins ce vote, peut-il réellement ouvrir la voie à des réparations concrètes ou restera-t-il un symbole de plus dans une mémoire encore fragmentée? Ce sera le sujet d'accueil de ce matin. Et puis le thème principal, nouvelle déclaration, choc sur fond de tensions internationales, et cette déclaration provient de l'Afrique. Le chef des forces de défense ougandaises affirme que son pays pourrait entrer en guerre aux côtés d'Israël si celui-ci venait à être menacé de destruction. Des propos publiés sur les réseaux sociaux alors que le conflit opposant Israël et les États-Unis, bien sûr, à l'Iran, se prolonge déjà depuis plusieurs semaines. Le fils du président Yoweri Museveni, le général Kainerugaba, assure même avoir proposé un soutien militaire direct aux forces américaines et israéliennes, mais à Kampala, le gouvernement tente de calmer le jeu, appelant officiellement à un cessez-le-feu et à une solution diplomatique. Alors, simple prise de position personnelle ou signal politique fort, l'Ouganda peut-il réellement s'impliquer dans un conflit aussi explosif? Et surtout, cette sortie révèle-t-elle un alignement stratégique africain dans les grandes crises mondiales? Est-ce que cela révèle également les fractures au sein même des États africains en ce qui concerne cette crise? Comprendre le soutien de l'Ouganda à Israël, nous en parlerons également ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Vous regardez For You Matin, c'est votre émission de la matinale. Toutes nos excuses pour les minutes de retard, mais voilà, le débat est lancé. Vous l'avez compris, 2 sujets sur la table de discussion ce matin et nous sommes très heureux de vous retrouver. Vous savez également que vous pouvez nous suivre à travers nos différentes plateformes Facebook, YouTube, mais aussi notre application For You Media Africa, où que vous soyez, 24 heures sur 24, suivez-nous. Et bien sûr aussi la 96.3 FM For You Radio. Merci une fois de plus et je m'en vais, mais très rapidement présenter le panel de ce matin. Madame Linda Labarui, bonjour et bienvenue madame. Bonjour madame, bonjour à toute votre équipe, à nos téléspectateurs et vos invités. Merci à vous, madame Labarui, d'être avec nous ce matin. De l'autre côté également, monsieur Henri Atangana. Bonjour monsieur. Bonjour, j'espère que vous me recevez parce que ma caméra semble un peu floutée et je ne sais pas pourquoi. Je n'explique pas pourquoi. J'ai tout essayé pour l'instant, ça va peut-être s'arranger, ça doit être un petit problème électronique. Mais bon, voilà, on va essayer de faire avec en attendant. Donc, je vous dis bonjour à tous. Je dis bonjour à madame Labarui que vous avez déjà présentée. Je dis bonjour aux panélistes que vous avez le devoir, la responsabilité de présenter. Donc, je ne vais pas déflorer votre présentation. Je dis bonjour à tous ceux qui prennent la peine de nous écouter. Je dis bonjour à nos détracteurs aussi. Vous savez qu'ils font partie du panel. Il faut être quand même assez courageux pour suivre quelqu'un que vous détestez pendant 2 heures d'émission. Il faut quand même saluer ça. Moi, j'ai pas le plaisir masochiste. Enfin, je les salue quand même. Encore une fois, merci de m'avoir invité sur For You Media Africa.
Merci à vous, Monsieur Henri Atangana. Merci beaucoup. Eh bien, la réalisation nous fait savoir, Monsieur Atangana, essayez simplement de faire la mise au point au niveau de votre caméra. Et bien évidemment, on vous entend très très bien. La mise à jour, voilà, ou la mise à jour. On vous entend très bien, vraiment, on vous entend très bien, mais évidemment, votre image est un peu floue. Donc, faites une petite mise à jour. Je crois que c'est simplement un petit réglage. On espère que cela sera résolu très vite. Merci beaucoup, Monsieur Atangana, d'être avec nous. Et sur ce plateau, le président Matomba partage cette émission, ce plateau avec nous. Bonjour. Merci de me faire l'amitié, n'est-ce pas, de m'inviter une fois de plus. Merci bonjour à Madame Linda Labaoui et à Thierry Atangana. Mais un bonjour particulier à tous les téléspectateurs, n'est-ce pas, et les téléauditeurs de Foyo Média. Merci à vous, Président Matomba. Eh bien, nous allons donc commencer, voilà, le premier thème de ce matin. Nous l'avons annoncé tout à l'heure, le sujet d'accueil. On va simplement faire un commentaire, ce qui s'est passé du côté des Nations Unies. Madame Larbaoui, peut-être on va commencer par vous. On sait que c'est un dossier également que l'Algérie porte. D'ailleurs, il y a quelques mois, l'Algérie aussi présentait ce dossier devant, voilà, les États du monde pour parler de l'esclavage qu'a subi les États africains. Cette fois-ci, bien sûr, c'est le Ghana, une résolution qui a bien sûr été adoptée, mais voilà, qui crée quand même, il y a des divisions. Si certains ont accepté, d'ailleurs, vous allez certainement nous le confirmer ou pas, les informations font état de ce que certains États africains ont d'ailleurs été réticents ou alors se sont abstenus également en ce qui concerne ce vote. Mais l'autre question, évidemment, concerne les réparations où les États-Unis ne sont pas du tout d'accord au regard des implications certainement peut-être juridiques, mais l'Occident ou encore l'Europe de son côté également s'est abstenu, une façon aussi de ne pas être d'accord. Une résolution donc adoptée pour qualifier justement cet esclavage, du moins l'esclavage qu'on subit, parce qu'il y a les États africains, mais il y a également les Caraïbes, qualifiant la traite transatlantique des esclaves africains de plus grave crime contre l'humanité. Alors, Madame Linda, cette résolution adoptée à l'Organisation des Nations Unies, est-ce qu'on peut considérer déjà que c'est un tournant historique ou encore, comme on l'a dit plus tôt, un simple, du moins un symbole de plus, et comprendre aussi les réticences non seulement des États-Unis, mais aussi des États européens? Moi, personnellement, Madame Cité, connaissant le dossier très bien et j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, je suis contre, mais complètement contre ce qui a été présenté. L'Algérie missionnée par l'Union africaine, et c'était les 3+1, donc il y avait carrément 3 pays africains, ils ont établi un véritable dossier concernant la colonisation. Et dans le dossier de la colonisation, il y a le dossier esclavage. Oui. Donc, là, ce qui vient d'être fait, on a dissocié la colonisation. Aucun pays européen n'a voulu entendre parler. Et c'est le dossier le plus important de l'histoire de l'Afrique. Pourquoi? Parce que ça nous emmène, et ça explique pourquoi les Européens n'ont pas voté. Ça nous emmène déjà au traité de Berlin 1884. Oui. Ce président-là, et c'est bizarre, dès qu'il y a le prénom de Mohamed, il y a une traîtrise. Mohamed Ben Salman, Mohamed Ben Zayed, Mohamed Idriss Déby, dès qu'il y a un Mohamed, il y a une traîtrise. Ça, nous les musulmans, c'est notre destin. Donc ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il dissocie les deux dossiers. Et dans le dossier de l'esclavage, c'est malheureux à dire, mais c'est des vérités historiques. C'est un sujet que j'ai toujours refusé d'ailleurs d'aborder, même avec des amis, parce que c'est un dossier qui va diviser les Africains. Je vous ai envoyé il y a à peu près 1 mois et demi, avant qu'on entende parler de ce dossier, d'où partaient les esclaves. Oui. Et cela dans le 16e, 17e siècle. Ils partaient bien de l'Afrique noire. Donc ce dossier, il inclut également
les traîtres africains et les endocolons que nous avons eus à travers 5 siècles. Donc, Monsieur Sarkozy, et ça c'est le dossier de Troubera là, et de Monsieur Sarkozy, quand il est arrivé sur la terre sénégalaise, et je salue la bravoure des Sénégalais, il leur a dit, vous avez votre part de responsabilité dans l'histoire de l'esclavage. Pourquoi a-t-il dit ça? C'est pour leur rappeler que le port du Sénégal, c'était un port d'où on déportait des Africains. Et ces Africains étaient maintenus en chaîne par des Africains et vendus par des Africains à des Européens. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Dès qu'on veut, il y a un vrai dossier qui a été déposé aux Nations Unies, et ça a été la révolte de tous les pays occidentaux, c'est celui de la colonisation. Après, quand il parle de réparation, eh ben là, il y a un véritable problème. Moi, personnellement, je suis chercheuse dans l'histoire. Je veux comprendre. Et je ne parle pas pour ne rien dire. Madame Siké, vous le savez, souvent, je vous envoie des choses qui sortent un peu de l'ordinaire par rapport à ce que je découvre et par rapport à ce que je sais. Donc, quand on parle de réparation, il faut que chaque territoire, on ne parle pas d'État, les États-nations existent depuis 1945, donc tout a été fait par le colon sur notre territoire. Il faut établir une véritable étude pour connaître les préjudices que l'Afrique a connus, pas uniquement venir et dire, voilà, on veut une réparation de quoi? On va réparer quoi? Combien de personnes ont été massacrées parce ils ont refusé de monter dans des bateaux? Combien de personnes ont été déportées, transportées? Sachant qu'une cale, dans le 19e siècle, les gens, 18e et 17e, les gens voyageaient debout. Sur 2000 esclaves, il y avait 20% qui arrivaient. Les autres étaient morts en mer. On ne peut pas établir pour le moment le véritable préjudice. Et puis après, quand il y a eu la colonisation, sur le territoire africain, nos aïeuls étaient quoi? C'était des esclaves également sur leur propre territoire. On venait les piller de leur richesse et on faisait d'eux des esclaves. Le Zaïre, qu'est-ce qu'il a subi? Je parle du Zaïre, je parle par rapport justement à la colonisation belge. Celui qui rapportait pas assez de caoutchouc, on lui coupait la main. Et c'était un esclave, il n'était pas payé. Donc tous ces préjudices-là, il faut qu'il y ait des vrais historiens et des chercheurs en histoire. Et c'est ce que l'Union africaine a donné récemment. Et le budget, le problème des chercheurs africains, parce qu'il y en a, Monsieur Anta Diop, qui a travaillé sur la question, n'avait pas les moyens d'aller plus loin que ça, parce qu'il faut un véritable budget. Quand un chercheur quitte Douala pour aller en Russie, parce qu'il y a des archives en Russie, qui lui paye le voyage, qui paye l'hôtel, qui paye la nourriture, il faut un véritable budget. Et il faut aussi avoir accès aux archives. Ces pays européens qui ont tous applaudi, est-ce qu'un pays européen a voulu ouvrir ses archives pour les chercheurs africains? Il n'y en a pas un. L'histoire de l'esclavage, personne ne veut l'ouvrir. Et l'histoire de la colonisation, c'est encore pire. Donc aujourd'hui, ça c'est un dossier qui nous sépare, il nous réunit pas. Ça c'est un dossier qui ne vaut rien. Ce président, s'il était de bonne foi, il aurait fait en sorte de donner un budget aux chercheurs de son propre pays et leur dire travaillez, et une fois que vous avez des chiffres, à partir de ce moment-là, on peut établir un véritable dossier pour demander des réparations. Quand on voit l'histoire du Cameroun, je parle du Cameroun parce que c'est une télé camerounaise, entre le nord et le sud, la division entre les anglophones et les francophones, vous savez, aujourd'hui, ce président, et je vais y venir sur le deuxième sujet, je vais terminer avec ça, ce président qui est en train d'accueillir
des Israéliens parce qu'ils sont chassés de la péninsule arabique par rapport aux populations, les gouvernements c'est des vendus, et aussi par rapport à Israël qui subit aujourd'hui. Nous sommes face aujourd'hui au club Epstein et puis à ceux qui veulent vraiment se libérer. Donc un dossier concernant l'esclavage dissocié de la colonisation, il ne vaut rien, il est en train de nous mener en bateau, il veut passer pour un héros pendant qu'il nous a accueilli 450 000 Israéliens là ces 2 dernières années. Voilà où est-ce que nous en sommes, Madame Siké. Et j'espère que nos téléspectateurs comprendront, mais le dossier de l'esclavage, eh ben, il fera des massacres en Afrique parce qu'il va ouvrir des plaies et des plaies qu'on n'est pas prêt de refermer. Merci. Merci à vous, madame. Merci pour ces explications. Monsieur Henri Atongana, je poursuis avec vous, espérant que le problème a été résolu de votre côté. À la suite de madame Labaroui, de manière générale, eh bien, voilà, l'histoire du monde, on veut dissocier l'esclavage de, justement, la colonisation. L'histoire de l'esclavage, personne ne veut l'entendre ou l'ouvrir. L'histoire de la colonisation, encore pire. Monsieur Henri Atongana, finalement, le dossier porté par le Ghana, alors que pourtant applaudi ici en Afrique, peut-être qu'on ne comprenait, vous allez me donner vous votre point de vue, mais lorsqu'on écoute Madame Labaroui, le problème semble encore un peu plus profond. Il y a beaucoup d'éléments peut-être que les Africains, eux, ne connaissent pas, ou alors, voilà, qui pourraient remettre en question ce dossier qui a été porté par le Ghana. Monsieur Henri Atongana, votre regard? Oui, je sais même pas par où commencer. Je me souviens que c'est sur ce plateau, sur cette chaîne, que j'avais dit que la colonisation n'était rien d'autre que l'esclavage sur notre territoire. Oui. Et tout le monde s'en souvient. Non seulement je l'ai dit depuis peut-être l'année passée, mais je l'ai dit même plus d'une fois. Oui. Et je lui expliquais très bien que le mot colonisation a été un mot pour édulcorer un esclavage beaucoup plus violent encore. C'est-à-dire qu'on venait... L'esclavage dit transatlantique, c'est un sujet que j'ai étudié, mais vous n'imaginez même pas, depuis des années. L'esclavage dit transatlantique. On venait chercher les Africains, on les amenait en Occident. On allait en France, aux États-Unis, parce qu'à l'époque, l'énergie, c'était nous. Parce qu'il n'y avait pas de pétrole. Parce qu'on n'avait même pas encore découvert la machine à vapeur, James Watt, comme l'histoire de le narre, en Angleterre. C'est important, parce qu'avant le pétrole, il y a eu une énergie qui était le charbon. Oui. Et d'ailleurs, il y a encore les centrales électriques à charbon en Europe. Très bien. Donc, l'énergie, c'était nous, l'homme noir. Il faut regarder les choses comme ça. Et là, on se rend compte de la violence. C'est-à-dire qu'en fait, notre énergie a servi à la construction des pays occidentaux. C'est ça qui les a enrichis. On peut aller beaucoup plus loin. C'est notre énergie qui a créé les capitaux. Et c'est notre énergie qui est fondatrice du capitalisme. C'est-à-dire que si les gens n'avaient pas accumulé beaucoup de capitaux, le capitalisme ne serait pas né. Donc, on a accumulé beaucoup de capitaux. Ce n'était pas seulement nous, parce qu'il y a déjà eu des accumulations, des tentatives d'accumulation de capitaux avant dans l'histoire. Très bien. Donc, je vais d'abord essayer, pour les raisons de culture générale, d'éclaircir un peu. D'abord, dire aux gens qu'il y a l'esclavage transatlantique. On le qualifie de transatlantique, c'est-à-dire l'esclavage des Africains. Parce qu'il y a eu l'esclavage avant l'esclavage transatlantique. Et j'ai déjà expliqué sur ce plateau d'ailleurs que l'esclavage vient de slave. Le premier esclavage
peut-être pas l'esclavage, mais de traite. Parce qu'on fait la différence entre la traite et l'esclavage. C'est-à-dire qu'en fait, dans la littérature, il faut faire attention, la littérature historique. Quand on vous parle de traite, c'est quand les hommes sont déportés. Et alors, on va parler très souvent de l'esclavage quand soit les gens sont déportés, soit les gens sont mis en esclavage dans leur propre pays. N'allons pas très très loin, mais la première traite est la traite qui était la traite arabo-musulmane, qui avait pour but d'aller prendre des Slaves en Europe pour les ramener à ce qui était considéré, parce qu'il faut savoir que l'Europe du Sud était musulmane, avait été islamisée. Les gens l'ont oublié. Donc quand vous allez en Espagne comme ça, vous voyez les traces de la culture musulmane, de ce qui a été appelé la culture musulmane. On peut rentrer très très loin dans ces choses-là, hein, et vous allez apprendre plein de choses. Très bien. Ça, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que les Slaves eux-mêmes ne le revendiquent pas. Ce qu'on peut qualifier à l'époque d'arabo-musulman, il faut bien savoir que le mot arabo-musulman est un mot, c'est pas un mot facile à manipuler. La notion d'arabo-musulman. Parce que le peuple arabe va naître au Moyen-Orient. Mais ce peuple-là, il est dit sémite, parlant des langues afro-sémitiques. Ça veut dire qu'en fait, c'est des personnes, et comme aucun peuple n'invente une langue, c'est des personnages afro-sémitiques qui se sont déplacés vers le Moyen-Orient. Donc des Africains. Et là, il y a un gros débat, hein, parce que les gens n'aiment pas trop qu'on en parle. Parce que on ne peut pas dire qu'ils étaient totalement, c'était pas des sémites comme vous les voyez aujourd'hui, comme vous les imaginez aujourd'hui visuellement. Ils étaient plus proches visuellement d'un Africain que de ce que vous appelez aujourd'hui un sémite, qui est très complexe, qui est beaucoup plus complexe qu'avant. Parce qu'il faut savoir que il y a beaucoup de musulmans qui sont slaves actuellement. Si vous allez dans certains pays de l'Est, vous allez trouver en Russie beaucoup, vous allez voir, ils arrivent, ils sont blonds aux yeux bleus, ils sont slaves. Vous allez... très bien. Maintenant, la traite transatlantique dont on parle, c'est à partir du moment, je ne vais pas beaucoup développer dans ce problème-là, mais je rappelle souvent ça aux Africains, parce qu'il faut qu'ils connaissent l'histoire. Donc, il y a des gros pans de l'histoire qui sont cachés. D'ailleurs, la traite qu'on a appelée la traite des Slaves, là, elle est documentée par des auteurs qui n'écrivaient pas dans des langues accessibles comme le français et l'anglais. Donc, j'ai pu avoir quelques documents à la matière. C'est très difficile de documenter à la matière et en la matière. Très bien. Ce qu'on est en train de parler, c'est la traite transatlantique. Le feu vert va être donné par le Vatican. C'est avant la conférence de Berlin. Cette traite va être interdite. Et quand vous regardez dans l'histoire, elle va être interdite à partir de la Révolution française. Et puis, remise à jour par Napoléon. Oui. Et puis, interdite pendant, je crois, c'est la Convention. La Convention, c'est un moment de la Révolution française, parce que la Révolution française n'est pas un événement, mais c'est un ensemble d'événements qui vont couvrir une grande période en France. Et c'est toujours très, très important, c'est à partir de la Révolution française que naissent les républiques en Europe et la notion de droit de l'homme. À partir de ce moment-là, on se demande, est-ce que les gens dans les caves là sont considérés comme des hommes? C'est là où la notion, les gens ne savent pas, la notion des droits de l'homme, c'est 1789. Donc c'est très très récent en humanité. Parce que les gens en parlent souvent, les droits de l'homme, l'ONU, machin, si cela, c'est très récent. Donc là, va y avoir un phénomène, et à ne pas confondre avec la Déclaration des droits de l'homme aux États-Unis. Là, c'est une déclaration du droit du citoyen dans lequel l'homme noir n'y était pas. Parce qu'on ne considérait pas l'homme noir comme un citoyen.
C'est dans la Déclaration des droits de l'homme en France, à la Révolution française, que va se poser le problème. Et j'ai lu dessus d'ailleurs, au début, ils ont dit tout le monde, y compris les hommes noirs. Après, comme économiquement, c'était pas rentable, Napoléon arrive, il le remet. Et je crois que c'est Robespierre, le célèbre Robespierre dont vous entendez souvent parler en France, qui va défendre pendant la Convention en France que même l'homme noir doit avoir des droits. C'est à ce moment-là que l'esclavage, les gens vont commencer à réfléchir dessus, l'esclavage va muter en colonisation. Et c'est là où je rejoins Mme Larbaoui. Oui. Parce que la violence est la même. C'est encore pire. Mais là, on ne vient pas nous prendre pour nous amener sur d'autres cieux, mais on vient nous trouver chez nous, sur nos sols. On nous capture, on nous fait travailler gratuitement chez nous, avec tout ce qu'il y avait comme violence. On va même créer ce qu'on appelle le statut de l'indigénat, parce que nous n'étions pas des citoyens. Nous étions il y avait le statut de l'indigénat. Oui. Donc, tout ça mis ensemble, ça veut dire qu'en réalité, s'il faut aborder le problème, là, je suis un peu d'accord avec Mme Larbaoui, il faut l'aborder dans sa globalité. Parce que quand on le scinde, on a l'impression qu'il y a deux problématiques. Une problématique de l'esclavage et une problématique de la colonisation qui deviennent deux choses différentes, alors que nous sommes face à la même réalité. Très bien. Mais maintenant, est-ce que la réalité peut être traitée de façon indépendante? Ça, c'est encore un autre débat. Est-ce qu'on peut considérer que la réalité soit traitée de façon tout à fait différente? C'est-à-dire, je peux estimer que je condamne l'esclavage, mais quitte à ce que je ne définisse pas encore la colonisation et que plus tard, je définisse la colonisation comme une forme d'esclavage et que je mets cette colonisation dans le même paquet que l'esclavage dans la traite transatlantique. Vous entendez bien, dans transatlantique, je viens vous prendre, je vous amène de l'autre côté de l'Atlantique. Et dans la colonisation, je ne viens pas vous prendre moi, je prends vos terres et je vous fais travailler dessus. Vous voyez, il n'y a plus transatlantique. Oui. Il n'y a plus le voyage. Et ça va devenir la colonisation dont on va se débarrasser, tenez-vous bien, vers les années 1960. C'est-à-dire après la conférence de Berlin, après la SDN et après l'ONU. Voilà. Maintenant, la question, est-ce qu'on doit être contre, condamné ou pas l'esclavage? Si, on doit condamner l'esclavage. Maintenant, l'autre question qui va se poser, jusqu'où on définit la notion d'esclavage? Et je suis aussi d'accord sur le fait que nous-mêmes, nous accordons très peu de moyens à ces connaissances-là. Nous-mêmes, pays africains, mais ça c'est un peu normal parce que très souvent, nos budgets, le fonctionnement de l'ONU, c'est parfois payé par l'ancien négrier qui est devenu colon. C'est lui qui accorde les financements à nos recherches. Conséquence, on leur demande, eux, de faire des recherches sur eux qui les incriminent eux-mêmes. Vous voyez, l'exercice n'est pas aussi simple que ça. Mais il faudra, à mon avis, préciser la question. Pour ma part, je suis content si on condamne. Oui. Mais qu'on tienne du fait que l'esclavage aussi la colonisation, a aussi été de l'esclavage, même si cet esclavage n'a pas été transatlantique. Enfin, vous pourrez me lancer sur d'autres sujets parce que le sujet est vaste. Tout à fait. C'est un sujet de toutes les façons très vaste que nous allons y revenir certainement dans nos prochaines éditions. Merci à vous, Monsieur Henri Atangana, pour ce regard, cette analyse. Monsieur Président Matomba, pour fermer cette page justement consacrée à notre thème d'accueil. Esclavage, finalement, colonisation, le Ghana qui porte ce dossier. Mais le point colonisation, bien sûr, a été dissocié de ce qu'on a qualifié là-bas de l'esclavage transatlantique. Est-ce que voilà, cela vient biaiser la véritable problématique, mais aussi la réparation et la justice, ces questions-là qui sont posées et qui ne font pas du tout l'unanimité au sein des Nations Unies? Est-ce que cela vient biaiser le débat? Oui, cela vient biaiser le débat, parce qu'on ne saurait dissocier l'esclavage et la colonisation. Il faut associer les deux pour pouvoir parler
n'est-ce pas, avec autorité. Ça, c'est bien. Donc, il faut reconnaître que il est très facile de dire qu'on reconnaît l'histoire, mais on refuse d'assumer les conséquences. Lorsque je le dis, on peut observer à partir de cette position, ou si vous voulez, cette démarche du Ghana, la position des États-Unis et de l'Europe, qui, pour les États-Unis, se sont opposés et pour l'Europe, évitent complètement le sujet. Donc, on dit, eux, ils décident, ils acceptent l'histoire, mais ils refusent d'assumer les conséquences. Et maintenant, vous savez, on a toujours dit, il faut diviser pour mieux régner. Il faut diviser pour mieux avoir le pouvoir, pour mieux contrôler le pouvoir. On a vu il y a quelque temps encore l'Algérie autour d'un dossier costaud qui parle de la colonisation. Et subitement, on a le Ghana qui sort avec un dossier autour de l'esclavage uniquement. Il y a un an de cela, je crois le principal thème au niveau de l'Union africaine, c'était les réparations. En effet, oui. Alors, comment on quantifie, comment on reconnaît déjà tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas, au sein de l'esclavage, que certains pourraient appeler esclavage transatlantique, et même l'esclavage sur nos territoires africains, et la colonisation. Comment on quantifie cela? Madame Siké, j'ai fait un exercice. Vous allez vous rendre compte que même dans les procédures du droit international, pour poursuivre, n'est-ce pas, un État contre ce que vous voulez appeler les pratiques de colonisation ou même d'esclavage, on vous demande de retrouver certains ayants droit directement. Vous voyez la complexité qu'on a mis autour de tout ce qui est en train de tout ce qui se passe pour que vous ne puissiez pas, n'est-ce pas, attaquer directement les États ou alors les continents responsables de ce qui se passe. Donc, lorsque je l'ai dit, vous allez comprendre que pourquoi, allons donc comprendre pourquoi est-ce que ce débat fâche, ce débat divise, ce débat amène des implications pour que les Africains, une fois de plus, se divisent, parce qu'en réalité, c'est un débat qui n'est pas que moral, il est politique et il est économique. Parce que lorsqu'on va parler de réparation, ça implique forcément des réparations financières. Et là, on parle du portefeuille des Occidentaux qui sera frappé. Et on parle de la reconnaissance historique et même de la remise en question des richesses accumulées. Je crois que Thierry Atangana relevait ici comment l'énergie était produite par nous, par les hommes, les chemins de fer et tout ce que vous voulez, les champs et tout ce qui a été fait dans le passé en Occident. C'était sur la base des mains, n'est-ce pas, des esclaves ou alors des Noirs qui travaillaient comme esclaves pour que ces pays... Donc, on va aller questionner toutes ces richesses accumulées. Comment elles ont fait pour être construites? C'est-à-dire, les ayants droit, donc, doivent bénéficier. Vous comprenez pourquoi c'est un débat qu'il faut éviter? Et s'il faut même aller plus loin, en instrumentalisant plusieurs États, plusieurs pays, pour que ces derniers engagent des procédures X ou Y, ou encore pour que ces derniers se dissocient de certaines procédures engagées, on le fera. Ils le feront. Parce qu'en réalité, il faut éviter que l'Afrique parle d'une seule voix pour ces causes qui vont, attention, qui peuvent détruire, n'est-ce pas, l'Occident dans sa généralité. Parce qu'il faut le dire, quand on parle d'esclavage, les gens se limitent uniquement aux travaux forcés. Quand on arrive sur la colonisation, vous allez vous rendre compte que jusqu'à ce jour, dans la plupart de nos États, les mécanismes de colonisation s'y trouvent encore. Et il faut donc dégager ces mécanismes. Et là, on va donc dans ce qu'on pourrait appeler la véritable réalité mondiale qui démontrera que, en réalité, ces territoires n'ont rien sans l'Afrique. Donc, c'est pour dire, Madame Siké, que le mal est là. Ils reconnaissent l'histoire, mais ils ne veulent pas assumer les conséquences. C'est pour cette raison qu'il faut trouver des subterfuges. Mais alors, il faut dire que les réparations dont on parle ne devraient pas être des réparations qui vont replonger l'Afrique dans une nouvelle forme de dépendance. Ça doit être des réparations qui doivent libérer l'Afrique complètement. Mais pour qu'elle soit, évidemment, je suis totalement d'accord avec Mme Linda Labawi, qui faisait état de ce que les chercheurs africains doivent être ceux-là
qui vont rétablir les faits. Parce que c'est bien beau de venir dire que oui, on ne peut pas être indexé seul, parce qu'il y a aussi des États africains qui ont participé. D'accord, il y a des États, il y a des Noirs qui ont participé dans toute cette chaîne-là. Mais la question c'est, est-ce que ces Noirs participaient parce qu'ils étaient volontaires? Est-ce que ces Noirs participaient ont été forcés parce qu'ils n'étaient pas forcés? Est-ce que ces Noirs n'avaient pas des familles en otage et qui les obligeaient, n'est-ce pas, à agir comme ils agissaient? Parce qu'aujourd'hui, on veut dédouaner la responsabilité occidentale pour aussi responsabiliser les Africains qui ont pris part, n'est-ce pas, à la traite négrière, à la colonisation, c'est-à-dire aux néocolons et tout ce que vous voulez, ceux-là qui attrapaient leurs propres frères, qui les enchaînaient, qui les transportaient d'un pays à un autre avant de les déporter vers, n'est-ce pas, d'autres pays. Oui, il y a la responsabilité africaine que nous ne pouvons pas nier. Nous ne pouvons pas rejeter. Mais il y a la responsabilité de celui qui a toujours instrumentalisé ces Africains, de celui qui a eu besoin des services de ces Africains. Il y a la responsabilité de ceux-là qui ont tué les Africains sans état d'âme. Parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Alors, il faut dire, Madame Siké, que une reconnaissance, comme on dit, internationale sans une volonté réelle n'est pas une reconnaissance. En réalité, nous ne pouvons pas dissocier le dossier de l'esclavage et celui de la colonisation. Et nous devons avoir des éléments pour véritablement parler de réparation. Vous savez, le mot réparation, il revient constamment. Lorsque j'ai suivi au niveau de l'Union africaine l'an dernier que le sujet était posé sur la table, j'ai dit, il y a déjà une véritable prise de conscience. Sauf que, après ces déclarations, qu'est-ce qui a suivi? Rien du tout. Rien du tout. Et quand on voit les sujets qui sont abordés pour cette année, on parle d'eau et autres, tout un tas de trucs, ça veut dire qu'on est passé outre ces sujets et on est sur autre chose. Mais qu'est-ce qui a été fait autour de cela? Alors, la procédure engagée par le Ghana, celle de l'Algérie, pourquoi on ne ferait pas bloc avec toutes ces procédures et qu'on dise, voilà des sujets sur lesquels nous devons conjointement travailler parce qu'il s'agit de la voix de l'Afrique, il s'agit de l'économie de l'Afrique, il s'agit de la politique africaine, il s'agit de ce que l'Afrique a subi et allons donc vers ce qui bénéficiera, n'est-ce pas, à l'Afrique. Je pense que pour ma part, c'est vers là que nous devons aller. Mais ce débat ne doit pas être clos, ce débat doit être mené. Les réparations doivent forcément arriver et ceux qui se sont prêtés à ces jeux depuis toujours doivent payer le prix pour que cela n'arrive plus jamais. Merci à vous, Président Matomba. Merci pour ces explications et cette analyse autour de ce sujet. La question de l'esclavage, bien évidemment, la colonisation de manière générale, qui est donc au cœur de l'actualité également, on va le dire comme ça. On espère, de toutes les façons, nous allons suivre cette actualité tout au long et puis nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Eh bien voilà le thème principal de ce matin, nous y allons donc. On revient sur la guerre du côté du Moyen-Orient. On en parle depuis plusieurs semaines déjà en ce qui concerne cette agression américano-israélienne contre l'Iran. Eh bien, il y a plusieurs déclarations américaines que nous avons bien évidemment commentées ici sur ce plateau. Les postures africaines, quelques-uns se sont levés au tout début de cette agression, ont donné, du moins ont condamné l'agression américano-israélienne. Alors, rendu à pratiquement 3 semaines, un peu plus peut-être, il y a cette voix africaine qui se lève, ou s'élève, on va le dire comme ça, l'Ouganda, via le chef des armées ougandaises, qui a affirmé que son pays pourrait entrer en guerre aux côtés d'Israël si ce dernier était menacé. Eh bien, c'est une sortie qui ne saurait rester, justement, ne saurait ignorer cela. Si l'Afrique, on voit un État africain prendre officiellement position et d'ailleurs déclarer qu'il pourrait bien sûr entrer en guerre, surtout aux côtés d'Israël, donc contre l'Iran. Les déclarations vont d'ailleurs plus loin, peut-être tout au long, effectivement, de
de ce débat. Nous allons revenir sur ces sujets. Mais entre autres, le général justifie son soutien à Israël par un mélange d'arguments religieux, mais aussi historiques. Il le déclare: nous soutenons Israël parce que nous sommes chrétiens, a-t-il écrit, en invoquant Jésus-Christ et une lecture biblique du destin d'Israël. Il a aussi rappelé que l'Ouganda avait été soutenu par Israël dans le passé et a annoncé en février la future installation d'une statue de Yoni Netanyahou à Entebbe, du côté de l'Ouganda, au lieu même où le frère du premier ministre israélien avait été tué lors du raid de 1976 pour libérer des otages d'un vol Air France Paris-Tel Aviv. On va d'abord s'arrêter là pour ces premières informations et justement reprendre le commentaire ou le débat avec vous, Madame Linda Labaroui. Le soutien, beaucoup ont essayé bien sûr de comprendre la posture ougandaise aujourd'hui, cet État africain qui se tient aux côtés d'Israël, et les raisons sont très vite justement avancées. Il y a d'abord la religion, mais ensuite il y a l'histoire, Madame Labaroui. Madame Labaroui? Votre micro, madame. Alors, madame. Alors, on a des petits soucis avec votre retour, Madame Labaroui. Peut-être que le temps pour la réalisation, peut-être de s'entretenir avec vous, pour voir le petit problème, certainement, peut-être à votre niveau, on espère qu'il n'est pas grave. On va peut-être ouvrir avec vous, alors, Monsieur Henri Atangana, justement, sur le soutien fondé sur la religion, mais aussi l'histoire, le soutien de l'Ouganda apporté à Israël. C'est difficile à dire parce que d'abord j'ai essayé de chercher des informations auprès pour essayer de confirmer cette posture, en tout cas pour voir si la posture est une posture officielle. Donc j'ai pas pu, en tout cas, dans mes recherches en tout cas, moi j'ai pas pu confirmer la posture. Ça est resté la posture de Muhoozi, qui est le fils du président. Mais apparemment pas une posture officielle de l'État. Mais c'est cette posture qui fait couler beaucoup d'encre, et c'est un monsieur qui a l'habitude de ce genre de posture dans les réseaux sociaux. Donc, la deuxième chose, c'est il estime qu'il y a un soutien religieux. Moi, je ne le vois pas très très bien, ce soutien religieux. Il y a peut-être en Ouganda des personnages d'ascendance juive. Mais je vous assure, c'est des choses très très difficiles à dire. Hein. Je vous dis, si on vous demande ce que c'est qu'un juif, je vous dis, j'ai fait énormément de recherches. Et quand moi je traite de ces sujets, je préfère carrément débattre avec l'intelligence artificielle. Parce que là, vous débattez avec des gens qui sont une bibliothèque. À ce moment, vous savez que les réponses sont les réponses de bibliothèque. Je vous assure, pour dire objectivement ce que c'est qu'un juif, qui était d'abord des sémites dans la Bible, et pour savoir la différence entre un sémite et un égyptien, très bien, on va d'ailleurs vous dire dans la littérature qu'on les différenciait par le mode de vêtements. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de différence physique à ce moment-là. Et quand vous allez du point de vue linguistique, je l'ai précisé, les langues africaines sont classées dans les langues afro-sémitiques. Donc, on retrouve dans le même classement, à contrario des langues indo-européennes ou indo-pas. Donc, on retrouve dans les mêmes langues que les langues du Moyen-Orient. Il faut comprendre ça, c'est toutes des langues afro-sémitiques. Donc, il y a eu à un certain moment en Égypte
ce qui est sûr, des gens qui se considéraient comme, à l'époque dans la Bible, ils ne parlent pas encore de sémites. Ils parlent de juifs, même si les recherches historiques ne prouvent pas ce qui est dit, mais c'est une conception religieuse. C'est-à-dire c'est une histoire religieuse. Et d'ailleurs, je me souviens, j'avais demandé à certains chercheurs, mais pourquoi dans la Bible on parlait que du peuple égyptien et des juifs? Dans ce que, voilà, c'est très bien, mais ça c'est encore un autre débat. Mais c'est important pour dire, quand vous dites que vous êtes de même religion, en Ougandais, vous dites que vous êtes de même religion que les juifs, c'est-à-dire que vous êtes des juifs. L'une des grosses difficultés aussi de la religion juive, c'est qu'on ne sait jamais dire si c'est une religion ou une appartenance ethnique, génétique. Contrairement au christianisme qui est carrément de la conversion, tout en rappelant aux gens que les premiers chrétiens ne sont rien d'autre que des juifs qui pensent que le Messie est Jésus-Christ. Les premiers chrétiens sont des juifs qui pensent, parce que Jésus était juif, c'est-à-dire qu'en fait, il attendait le Messie. Et parce que certains pensaient que c'est lui le Messie que les Juifs attendaient, on peut aussi voir que quand vous regardez d'ailleurs l'Ancien Testament, vous allez voir que l'Ancien Testament a beaucoup puisé dans l'histoire de l'Égypte antique, dans le livre des morts de l'Égypte antique. Vous retrouvez déjà Adam et Ève, le serpent, vous trouvez tout ça dans l'Égypte antique. Très bien. Donc, il y a eu une religion qui a existé à ce moment-là. Bon, il paraît qu'il y a des juifs, forcément ça s'est un peu disséminé, et que l'histoire religieuse est toujours un truc très très compliqué, parce que même dans la religion catholique, il y a plusieurs religions, dans la religion juive, il y a aussi plusieurs religions, et quand vous allez en Israël aujourd'hui, ce qui est sûr est que vous trouvez des gens qui se disent juifs ashkénazes, ils viennent plutôt de l'Europe de l'Est et qui sont plutôt des types caucasiens. Et il y a les juifs qui sont des types de la représentation dont on se fait du sémite. Parce qu'il faut bien savoir que quand on vous dit juifs dans la Bible, ou bien les sémites dans la Bible, c'est pas le même que vous représentez aujourd'hui, parce qu'il y a eu changement. Parce que la génétique, elle est comme ça. Un peuple peut muter physiquement. Donc, ce n'est pas comme vous imaginez ça aujourd'hui. Donc, très bien. Donc, ça pose un problème. Et puis alors, il y a en Israël des Juifs qui sont africains, éthiopiens, que je crois qu'on les appelle les falafèges. Je ne me souviens plus du nom exact. Donc, vis-à-vis desquels on a un mépris terrible. Et la société israélienne est une société très, très structurée. Quand moi je parle d'Israël parce que j'y suis allé, mais 10 fois, 20 fois, je connais Tel Aviv, je connais Ashdod, je connais Jérusalem, je connais. Et quand j'arrive, la discrimination que vous trouvez dans ce pays est surprenante. Je peux vous donner des exemples. Il suffisait que moi je sorte de l'hôtel et que j'aille me promener. Quand je reviens, on me disait, monsieur, est-ce que vous êtes dans cet hôtel? Je disais oui, on n'imaginait pas un noir dans un hôtel de luxe comme ça. Moi, j'étais dans le cadre du travail. Donc, je vous dis, quand je sortais, il m'accompagnait très, très souvent pour que je ne sois pas victime de discrimination. Donc, voilà, je passe. Donc, le problème des Africains, c'est qu'ils ne veulent pas puiser dans la connaissance. Ils ne veulent pas apprendre. Ils affirment des choses. D'autre part, les relations qu'ils disent historiques avec l'Ouganda, c'est lesquelles? Alors que la véritable histoire avec l'Ouganda, c'était l'humiliation que l'Ouganda avait subie par l'armée israélienne. C'était une humiliation parce qu'un commando israélien est allé délivrer des Juifs qui avait été pris en otage dans un avion détourné, un avion qui était en réalité Israël-Tel Aviv, qui avait été détourné, et on a pris des Juifs en esclavage.
moi, j'ai l'impression que ce qu'ils ont subi là était beaucoup plus à l'époque de Idi Amin Dedi. Idi Amin, voilà. Idi Amin. Ça me revient parce que je parle de mémoire. Donc, ce qu'on appelait l'opération Entebbe. Dans cette opération, c'est les services spéciaux israéliens qui sont venus humilier carrément les services ougandais. Je ne sais pas si ça crée des rapports spéciaux. Donc les références là ne sont pas claires. D'abord, c'est les références du point de vue religieux. Oui. Bon, s'il y a déjà des juifs en Ouganda, moi je veux bien. Je sais qu'il y a des juifs en Éthiopie qu'on appelle les falafèches en Israël. Il y en a tout plein. Mais qui sont, on les reconnaît physiquement parce qu'ils sont plus typés africains que les autres. Et il y a, ils sont d'ailleurs très très méprisés. Moi, j'ai jamais vu autant de discrimination que quand j'ai mis mes pieds dans ce pays-là. Alors que vous imaginez que comme ils ont été victimes de la Shoah, ces gens, quand vous y allez, vous vous dites ils ont été victimes de la Shoah, ce seront des gens qui doivent détester toute forme de discrimination. D'accord. Quand vous y arrivez, ce que vous trouvez, alors vous tombez à la renverse. Moi, je suis obligé de dire les faits. Je suis comme ça, je suis incorrigible. Donc, tout ce qui est dit, tout ce qui est énoncé par ce général qui est fils du président là, moi, c'est un peu, allez, à mon avis, c'est pas du solide pour rester correct. Mais non, il y a peut-être d'autres éléments que je n'ai pas encore en ma possession. Mais j'ai essayé de voir s'il y avait une posture officielle de l'Ouganda. J'ai plutôt l'Ouganda, la posture officielle de l'Ouganda est plutôt, enfin celle que moi j'ai maintenant, c'est essayer de trouver un arrangement diplomatique. Tout à fait. Voilà. Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça n'a pas changé, mais en tout cas, est-ce que Kampala a un intérêt stratégique à ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a les capacités logistiques ou des alliances formelles pour s'impliquer dedans? Ou alors, il va juste fournir des hommes, de la chair à canon, comme on a toujours fait avec les Africains, aller chercher c'est-à-dire que quand on n'a plus d'hommes, on va chercher des Africains pour servir de tirailleurs. Merci à je vous. sors par là. Merci à vous, Monsieur Henri Atangana. Effectivement, dans ses déclarations, le général ougandais le dit. Nous voulons que la guerre au Moyen-Orient cesse maintenant. Le monde en a assez, mais toute tentative de détruire ou de vaincre Israël nous entraînera dans la guerre aux côtés d'Israël. Dans un autre message, le général ougandais a averti que si Téhéran frappait l'Ouganda avec des missiles, son pays répondrait avec ses propres missiles. Il est même allé jusqu'à évoquer une opération terrestre, affirmant qu'une brigade de l'UPDF suffirait pour prendre Téhéran rapidement. Madame Labaroui. Ouais. Est-ce que c'est bon avec Madame Labaroui? Alors, malheureusement, toujours pas avec Madame Labaroui. La réalisation nous tenir informés dès que le problème est résolu. Président Matomba, alors je me retourne vers vous. On peut déjà afficher les numéros de téléphone également pour prendre aussi l'avis de nos téléspectateurs. Président Matomba. Oui, je commencerai par dire que la position de ce général ougandais n'est pas une position isolée, c'est un alignement. Oui. Il veut clairement dire qu'il est aux côtés, n'est-ce pas, des États-Unis et d'Israël. Mais il faut comprendre un peu, il faut aller plus loin. Oui. Pourquoi cet alignement? C'est-à-dire que l'Ouganda a toujours été un proche, n'est-ce pas, historiquement, des États-Unis d'Amérique. Et puis, l'Ouganda a développé, n'est-ce pas, une relation, si vous voulez, de coopération sécuritaire avec Israël. Oui. Depuis toujours. Donc, cette posture du général
n'est pas une posture qui vise tout simplement à ramener le calme ou bien à la cessation des hostilités, mais c'est un alignement clair. Alors, mais la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi l'Afrique devrait-elle faire partir, n'est-ce pas, des conflits qui ne sont pas siens? Parce que quand on veut regarder en profondeur, l'Afrique, au lieu de garder sa position de neutralité dans un conflit qui n'est pas le sien, certains éléments, je vais préférer le dire ainsi parce qu'il ne s'agit pas de toute l'Afrique qui a pris position, certains éléments dans cette Afrique se lèvent pour dire qu'ils vont riposter ou alors accompagner Israël et les États-Unis dans l'attaque contre l'Iran. Même si ils vont justifier par le fait, il va justifier plus tard par le fait que Israël soit un pays chrétien et que l'Ouganda soit un pays chrétien et que là, ici, on ne parle pas d'une guerre religieuse. Ici, on parle des droits humains. Vous voulez me dire que les musulmans ne sont pas des humains? Oui. Et si les musulmans disaient que les chrétiens ne sont pas des humains? Les gens sont libres, ont la liberté de croire au Dieu qu'ils veulent, servir le Dieu qu'ils veulent, mais et respecter le Dieu que chacun sert. Ce n'est pas au nom du fait, n'est-ce pas, d'un groupe de chrétiens ou alors de musulmans qu'on doit instaurer une guerre et détruire l'humain. Oui. Une fois de plus, lorsqu'il prend ses positions, ce n'est pas pour dire nous sommes pour la cessation des hostilités, que le conflit s'arrête, nous voulons nous porter en médiateur. C'est pour dire je suis aux côtés des États-Unis et d'Israël. S'ils sollicitent, je pourrais les accompagner. Mais alors, Madame Sike, allons questionner, parce que j'ai l'impression que les gens pensent que nous sommes en train de revivre ce que nous avons eu dans le passé. Où les Africains étaient utilisés comme des chairs à canon, sont allés aider à libérer ou à gagner des guerres et n'ont même pas eu la simple reconnaissance. Vous vous souvenez encore de ce qui s'est passé en France, lorsqu'il fallait récompenser, on a pris des sans-abri qu'on a habillés en tenue militaire au détriment, n'est-ce pas, des Africains qui, eux, menaient la bataille. Et ce sont ces derniers qu'on a reconnus comme étant des vaillants soldats, des vaillants combattants qui ont pu, n'est-ce pas, aider à une sorte de victoire, si nous allons la qualifier ainsi. Maintenant, lorsque je l'ai dit, il faut quand même aller plus loin. Bon, admettons même que l'Ouganda décide d'entrer en guerre. Vous pensez que l'Ouganda a la capacité militaire? Si l'Iran décide d'envoyer 1 ou 2 missiles de ce côté-là, l'Iran va véritablement riposter? Ou alors, moi j'ai ri quand j'ai vu cette déclaration, j'ai dit, bon, peut-être qu'on peut déjà désormais compter sur l'Ouganda pour défendre toute l'Afrique. Mais la vérité est froide. L'Ouganda ne peut pas se défendre déjà lui-même, à plus forte raison, défendre des pays autour de lui. Et que dire donc de cette affirmation de la posture dans laquelle il voudrait entrer en guerre aux côtés de tous les pays qui sont en train d'aider ou qui ont aidé Israël et les États-Unis sont en train de subir les conséquences au Moyen-Orient. L'Iran n'est pas passé par 4 chemins pour dire tant que ces bases logés dans vos pays sont utilisés pour nous attaquer, nous allons les atteindre. Et ils sont en train de détruire toutes les bases au Moyen-Orient appartenant, n'est-ce pas, à ces pays. Oui. Vous pensez vraiment que c'est l'Ouganda, s'il continue ainsi, qui sera épargné? La réponse c'est non. Donc comment on veut aller chercher dans un conflit qui n'est pas le nôtre pour le ramener sur notre continent? Je pense que les autorités ougandaises doivent réfléchir par 2 fois avant de prendre certaines postures. Maintenant, comme ce n'est pas la position officielle, la position officielle parle de paix et autres, nous pouvons les concéder cela. Donc, je voudrais sortir en disant que l'Afrique doit parler d'une seule voix et refuser d'être le prolongement des conflits extérieurs. C'est ce qu'il faut dire et il faut que désormais les Africains comprennent que continuer à s'allier, continuer à se joindre
a une implication directe sur notre souveraineté. Est-ce que nous avons nous-mêmes la capacité de raisonner et de réfléchir sur ce qui est bien pour nous? Est-ce que nous avons la capacité de raisonner et de réfléchir sur ce qui pourrait nous développer ou nous apporter un plus? Est-ce que nous avons la capacité de raisonner et de réfléchir sur notre propre défense? Si aujourd'hui un conflit pareil se déportait vers l'Afrique, comment allons-nous réagir? Avons-nous la capacité de réagir? C'est vers là que nous devons aller au lieu de nous mêler de ce qui ne nous concerne pas. Si nous voulons trop faire, c'est de garder la neutralité. Si nous voulons aider, c'est de plaider pour que nous soyons soit des médiateurs ou que la paix revienne, n'est-ce pas, très rapidement. Parce que chaque vie humaine de perdue est une vie qui coûte cher. Chaque dégât, chaque missile qui est tiré, peu importe de l'endroit où il est tiré, c'est des milliers de personnes qui payent le prix. Disons, des millions de personnes qui payent le prix. Et c'est des millions de dollars qui sont engagés. Et c'est une économie mondiale qui est déjà assez fragile, qui va continuer, n'est-ce pas, à se fragiliser davantage. Les conséquences, nous allons les subir tous. Oui. Que nous soyons en Afrique ou partout ailleurs. Mais alors, qu'est-ce qu'on gagnerait à faire? C'est de plaider véritablement pour que ce conflit s'arrête, c'est de plaider pour que la paix revienne et que la valeur humaine soit celle qui guide nos agissements. Merci à vous, Président Matomba. Et justement, nous allons aller au téléphone. Malheureusement, avec Madame Labaroui, la situation n'est pas encore résolue. On espère qu'elle aura au moins le mot de fin. Nous allons aller au standard. Vous m'entendez, Madame Siké? Ah, d'accord. OK. Vous m'entendez? OK. On vous entend, Madame Labaroui. Oui. On vous entend. Eh bien, écoutez, si ce monsieur veut ramener l'histoire à la religion, le sionisme n'a rien à voir avec le judaïsme et Israël, c'est un pays, c'est un État sioniste. Déjà, d'une part. De deux, si on veut parler des protestants, eh ben, protestant Martin Luther, quand il a contesté l'Église catholique, eh ben, il y a une communauté israélite qui est allée le voir pour lui dire, ben, c'est tout à fait normal ce qui se passe parce que Jésus était juif et il a écrit un livre qui s'appelle Jésus était juif. Mais il s'est aperçu de la grande supercherie des Khazars et des Ashkénazes. Et il y a un livre qui est méconnu, on n'en parle jamais, je viens de vous envoyer ce livre qui s'appelle Les Juifs et de leurs mensonges. C'est du vieux français, de leurs mensonges, où Martin Luther, avant qu'il soit assassiné par les mêmes qui l'ont rendu célèbre et qui ont divisé l'Église, les Israélites, il a rectifié tout ce qu'il avait dit. Et ça, je demande aux gens d'aller sur Internet, le livre est gratuit, il est en allemand, il a été traduit. Donc, c'est bien de jeter un coup d'œil pour voir la supercherie du judéo-christianisme. Quand on est chrétien, on n'est pas juif. Et quand on est juif, on n'est pas chrétien. Ce sont deux opposants. Nous voyons en Israël, ce qu'ils appellent Israël, la caserne américaine. Comment les chrétiens sont martyrisés. Il faut leur cracher dessus, il faut leur tirer les cheveux, il faut les chasser de là. Pourquoi? Parce que Jésus est considéré comme un bâtard et Marie est considérée comme une prostituée. Donc, je ne vois pas comment on peut faire fusion entre deux opposants et deux opposés. Alors, qu'ils ne nous ramènent pas l'histoire de la religion sur le territoire africain. On a déjà assez à faire avec des terroristes. On leur a donné le nom de djihadistes. Il y en a assez. Concernant l'Ouganda, mais c'est honteux. Pourquoi? Parce que tout à l'heure on parlait d'esclavage et de colonisation. Ce sont les multinationales sionistes qui étaient installées aux Pays-Bas, qui ont payé tous les bateaux qui venaient sur le continent africain. Et puis commencer justement l'histoire de la colonisation. Ce sont ces multinationales sionistes qui sont encore là aujourd'hui. Et ces mêmes multinationales qui vont venir
À l'époque, on les appelait pas comme ça. Nous avons la société Philips, par exemple, qui était en Hollande. Eh ben, ils ont transféré les fonds au niveau de la Grande-Bretagne parce que c'était une île et c'était bien protégé. Ils ont créé la City et c'est la City qui va créer le Wall Street. Donc, nous sommes encore dans le même problème. Si cet homme-là veut justifier ce qu'ils viennent de faire depuis 3 mois, je vais vous donner des chiffres, c'est choquant. Parce que quand on parle du transfert des Palestiniens, ça fait 150 ans qu'on parle du transfert, on n'a pas réussi à transférer les Palestiniens. Ben Gourion a dit une phrase terrible quand il a créé l'État d'Israël. On lui a dit combien de temps ça va durer? Eh ben, il a répondu jusqu'à la première défaite. Et la première défaite, c'était de l'armée israélienne, bien sûr, qui est l'armée israélienne. Elle a été constituée à partir de 4 groupes terroristes, le terrorisme que nous connaissons en Afrique. Ce sont 4 groupes. Il y avait l'Ergun, le Haganah, il y avait Spritch, je crois, quelque chose comme ça, et un 4e groupe que j'ai oublié. Et c'est pour cela que nous voyons comment ils agissent envers tous les peuples du monde. Donc, on a demandé à Ben Gourion combien de temps l'État d'Israël va durer. Il a dit jusqu'à la première défaite. La première défaite de l'armée israélienne où elle a été anéantie, c'était le 7 octobre 2023. Il a fallu que les Anglais arrivent, les Français, les Allemands, et puis bien évidemment les Américains pour ouvrir le conseil de guerre et commencer la guerre contre un peuple. Un peuple, c'est les Gazaouis qui ont payé. Donc, cet homme-là, il faut qu'il réfléchisse. Qu'est-ce qu'il a justifié? Qu'est-ce qu'il est en train de nous justifier? Depuis le 7 octobre 2023, ouvrez bien les oreilles, parce que c'était choquant ce que j'ai découvert cette semaine, et j'avais attiré l'attention il y a quelques jours sur votre plateau. J'ai dit, il y a plein de blancs qui reviennent en Afrique du Sud. Ce ne sont pas n'importe quels blancs. Ce sont les sionistes israéliens. Il y a 1,4 million qui sont revenus en Afrique du Sud, principalement au Cape Town. L'île Maurice, 100 000. Le Maroc, 500 000. On a déjà donné la nationalité marocaine à plus de 50 000. Le Kenya, 450 000. Je vous parle des Israéliens qui sont en train de quitter le monde, hein, surtout Israël. Le Rwanda, 450 000. Libéria, 250 000. Zambia, 350 000. Lesotho, 20 000, parce que c'est petit. Les Swatini, 5 000, c'est un petit État. Zimbabwe, 120 000. Ghana, 240 000. Et ces 3 derniers mois, tout à l'heure, je me suis trompée, c'est 1 100 000 Israéliens. Quand on parlait de les Palestiniens au Ghana, en Ouganda, eh ben non, ce sont les Israéliens, 1 100 000 qui nous a ramené cet homme-là. C'est-à-dire que les sionistes sont en train de se faire chasser ils ont foutu la pagaille au Moyen-Orient. Ils ont foutu la pagaille aussi en péninsule arabique. On est en train de nous les ramener sur le continent africain. Et là, je reviens à ce que Marco Rubio avait dit, il faut recoloniser. Et ce que quelques Français ont dit, il faut recoloniser. Donc on est en train de nous ramener les sionistes sur le continent africain en masse. J'ai fait le calcul, nous sommes à 4 965 qui ont été transférés ces 2 dernières années. Et le pire de ce que j'ai découvert, et je découvre, c'est qu'il y a plein d'articles dans la guerre cognitive où on parle du panafricanisme qui est en train de s'associer au sionisme. Et là, ça me ramène aux judéo-chrétiens. Le panafricanisme est... Est-ce que Madame Labaroui est là? On l'a perdu.
D'accord. Malheureusement, une coupure chez Madame Labaroui. On espère qu'elle va nous retrouver, peut-être au moins pour la fin. Nous allons donc aller au standard, au téléphone, prendre le premier téléspectateur de ce matin. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour Madame Sike, Bonjour, Monsieur et Ibrahim. bonjour à Papa Ariatangana, bonjour à Maman Lila Labawi et bonjour au Président Matomba. Et Madame Sike, nous le remercions de la promesse qu'il nous a donnée qu'il ne va pas manquer le plateau et nous le remercions de le voir sur le plateau. Alors Madame Sike, je vais vite faire pour aller vers comment dire, la résolution qui a demandé le Ghana. Oui. Madame Sike, je suis parfaitement d'accord avec Maman Linda Ladlavi et en plus nos deux doyens. Vous savez, nous Africains, certains Africains, je ne comprends pas. C'est-à-dire, chacun veut se faire voir, chacun veut, chacun veut qu'on lui donne la, c'est-à-dire qu'on dit que c'est lui qui a fait ça. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle, comme disaient les doyens, c'est deux dossiers qu'on ne peut pas dissocier normalement. Bon, quand l'Algérie va de l'autre côté, le Maroc, comment dire, le Ghana va de l'autre côté, mais pourquoi ils ne peuvent pas unir leurs forces et parler de la même voix? Ouais, donc, c'est la raison pour laquelle moi, je suis désolé vraiment de le dire, si ça arrive au Piccolo. Je suis vraiment désolé de le dire vraiment. C'est la raison pour laquelle moi je le dis à chaque fois. Moi, je suis tellement contre que les deux places qu'on est en train de chercher à nous, Madame Sike, moi je suis tellement contre. Tant qu'il n'y a pas l'équilibre, tant qu'il n'y a pas, on n'a pas, c'est-à-dire l'équilibre entre les vassaux et les présidents panafricains. Ouais, tant que c'est comme ça, moi je suis contre, parce que ça sera pire. Parce qu'au moins, moi je préfère qu'on dise qu'un blanc m'a fait ça quand on dit que c'est mon frère africain qui l'a fait. Je préfère qu'un blanc me fait mal qu'un frère africain me le fait. Donc, moi, je suis tellement contre ça. Ouais. Donc, quand même, moi, j'ai entendu, disons, nous disons au président Massamba, vraiment, quand il sera au pouvoir, de ne vraiment de ne faut jamais s'associer avec cette union africaine parce que c'est un machin qui, comme le sujet que porte l'Algérie actuellement, madame, c'est que c'est-à-dire ce projet ne verra jamais jour. Ça ne verra jamais jour parce que c'est-à-dire ils sont associés avec un groupe comme on dit en Bambran, c'est-à-dire quand vous êtes en groupe, il y a le seringue tombe, il y a un qui met le pied sur le seringue, et puis vous êtes là à chercher entre vous, c'est impossible de le trouver. Donc, l'Union africaine, c'est comme ça. Vous voyez. Donc, moi, je suis totalement contre. Pour ce qui concerne Lukanda, Madame Sike, c'est un blogueur, moi, je le considère comme ça. C'est un monsieur, il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire, mais nous attendons de voir ces missiles qu'il est en train de dire et nous l'appelons vraiment de supporter. Vous voyez, l'affaire des religions là, qui nous coûte vraiment l'affaire des religions là. Vous voyez, même actuellement l'Iran, nous supportons l'Iran, c'est pas parce que l'Iran est musulman, un pays musulman, c'est parce que, comme disait le président tout de suite, c'est parce qu'ils sont victimes de quelque chose. C'est la raison pour laquelle nous les supportons. Sinon, c'est pas parce qu'ils sont musulmans. Nous voyons même des imams qui ont commencé à parler de ça tout à la mer. Est-ce que l'Iran est différent de comment dirais-je, du Congo aujourd'hui? Est-ce que l'Iran est différent de ce qui se passe dans l'ARS aujourd'hui? Je dis non. Donc, qu'il nous coûte l'affaire de musulmans. J'arrête vraiment ça. Donc, je sais que je suis un peu pris aujourd'hui au travail. Je vous laisse. Merci. Bonne journée. Merci. Merci à vous, Monsieur Ibrahim. Merci beaucoup pour cet appel et bon début de semaine à vous. Beaucoup de courage de votre côté. Nous allons rester au téléphone. Allô? Allô, bonjour. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Je salue Madame Labaoui et salue Tangana et salue le directeur de votre chaîne. Et je vous dis merci pour tout ce que vous faites.
Et moi, ce que je vais toujours dire, étant donné que, vous voyez, le réseau, on n'a pas la souveraineté en Afrique. Et je vous ai dit la fois passée qu'il serait très important qu'on arrive à avoir une langue. Et je vous ai dit la fois passée que même il y a des mots qu'on utilise, le réseau se stagne, se bloque, on n'arrive même pas. Donc, il serait très important. Et le directeur de votre chaîne, moi, j'aimerais que vous fassiez des émissions. Quand j'ai dit que c'est très important d'avoir une langue, regardez le Swahili, il est parlé, il y a 200 millions de personnes qui parlent le Swahili. Ça, c'est primordial. Le reste, c'est secondaire. Tant qu'on n'arrive pas à parler une langue, ensemble, l'Afrique va tourner en rond. Et en fin de compte, vous voyez, les Européens, ils ont rejeté la décision du Ghana à propos de l'esclavage, parce qu'ils savent qu'on est toujours colonisé, on est toujours sur l'esclavage. Le franc CFA, il vient chercher nos ressources minières, il vient nous imposer des dirigeants. Donc, moi, je me demande, c'est pas pour moi, on n'a pas le temps. On sait qu'on a été colonisé, on sait qu'on a connu la traite négrière, mais tant qu'on n'a pas l'indice de puissance, tant qu'on n'a pas un rapport de force, Madame Siké, tout ce qu'on va faire, ça ne servira à rien. Moi, je le répète, si on n'a pas le rapport de force, il serait temps qu'on oublie. Vous voulez, quelle reconnaissance on veut d'un violet? Quelqu'un est venu violer vos enfants, tuer vos enfants. Et vous voulez quoi? Moi, je dis, il faudrait qu'on avance, parce que du fait mais la Chine a été colonisée. Vous croyez qu'ils sont là, en train de tourner en rond avec les mêmes problèmes tout le temps? Mais regardez, l'Ouganda, avec tout ce que l'Afrique a connu, il ne voit pas la géopolitique. Il associe ce qui se passe actuellement avec la religion. Moi, je croyais que c'était seulement les 14 pays francophones qui étaient seulement lobotomisés. En fin de compte, je vois que c'est toute l'Afrique qui est malade. Mais c'est étonnant, c'est vraiment étonnant. Et la religion fera d'une manière que l'Afrique ne va jamais avancer. Moi, je répète ça. Avoir la foi, ça n'a rien à voir avec la religion. La religion, ils ont fait d'une manière qu'on nous a lobotomisés. Moi, je vous dis, j'ai passé toute ma vie, la moitié de ma vie sur le continent africain, la moitié sur le continent européen. Personne ne parle de la religion ici. Regardez comment ils tuent facilement. Ils ne sont pas punis, ils n'ont pas de la religion. Donc, il serait temps que l'Afrique, on sait qu'ils nous ont esclavagisés, mais il faudrait qu'on avance. On s'en fiche s'il veut reconnaître ou pas. Mais regardez la discrimination il y a un mec qui est élu en France, il est malien, Bali Bakayoko. Regardez comment il est discriminé. Donc, moi, je dis, tant qu'on ne se réveille pas, tant qu'on n'a pas un rapport de force, vraiment, c'est du temps perdu, Madame Siké. Avec toutes les années que vous avez mis devant pour cette chaîne, il serait temps qu'on avance. Et je demande à votre directeur de votre chaîne qui est là actuellement, depuis que vous avez créé cette chaîne, si vous avez mis un programme pour la langue en 10 ans, moi je dis, en 10 ans déjà, on parle déjà, toute l'Afrique peut apprendre une langue ensemble. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, on parle de technologie. L'Iran, regardez l'Iran, ils ont une langue. La Chine, ils ont une langue. Mais ils ont été colonisés. Moi, c'est ce que c'est mon apport ce matin et je vous remercie pour tout ce que vous faites. Mais l'Afrique tourne en rond. L'Afrique tourne en rond. Et les diplômes qu'ils nous donnent, moi, je dis c'est du faux papier. L'intelligence, ça n'a rien à voir. Vous pouvez aller beau à l'école. On a des docteurs sur le continent. On a des ingénieurs, mais s'ils font à présent, on a des juristes. Nos institutions, impossible de les modifier ou de créer. Donc, moi, je vois que l'Afrique est sûre. On continue de nous coloniser, raison pour laquelle l'Europe a refusé de reconnaître. Donc, il faudrait qu'on sache qu'on est toujours colonisé, qu'on est toujours dans l'esclavage. Donc, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Et à plus, Madame Siké. Merci à vous également, Monsieur Eric. Merci beaucoup. Nous restons au téléphone. Monsieur Richard en Côte d'Ivoire, bonjour. Monsieur Richard? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, bonjour à M. Henri Atagana, à Mme Lida Labaoui, au président Matomba. Ce que je voulais dire, je voulais parler directement à ce général Essevele de l'Ouganda.
Voyez-vous, ces personnes inculquent, qu'on projette, qu'on balance à la tête de nos États. C'est comme ça qu'ils peuvent réagir. Est-ce que lui-même, il connaît l'histoire du Rwanda, de l'Ouganda? Est-ce qu'il connaît l'histoire de l'Ouganda, cet individu-là? C'est pas parce qu'on est fils de président qu'on t'a parachuté en tant que général, je ne sais général de quoi, des choses qu'on appelle d'une milice, que tu vas te faire prendre pour le général de toute la nation ougandaise. Il ne parle pas au nom des Ougandais, il ne parle qu'au nom de son clan seulement. Je pense que ça là, il ne devait même pas avoir de débat là-dessus. Parce qu'un tel inculte comme ça, qui ne connaît même pas l'histoire d'un pays qui est son voisin, le Kenya, où les Occidentaux ont décimé les choses qu'on appelle tout un peuple, le peuple Oromo. Il ne connaît pas cette histoire-là. Et c'est chose qu'on appelle une statue à l'hommage de je ne sais qui là, qui va ériger dans son pays. Mais je pense que ça, les Ougandais sont trop tendres avec ce type d'individu-là. Ça, c'est quelqu'un qu'on devait jeter à la poubelle de l'histoire. Et je pense que mais il n'a même pas le droit d'être cité sur une telle chaîne aussi importante que ça. Parce que ces gens de poubelle, on peut pas en discuter. Excusez-moi, mais je pense que cet individu, il ne devait même pas être mentionné dans une telle émission, chose qu'on appelle africaine. Qu'il aille faire ses émissions en Israël là-bas, et puis bon, ils vont l'adouler, et puis ils vont faire chose. Mais si jamais l'Ouganda s'amuse, moi je pense que l'Iran a été clair, hein. Et moi je soutiens l'Iran. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Voyez-vous, quand les gens échouent sur un plan, ils veulent transporter ces conflits-là sur un autre domaine, le domaine religieux. Mais ça n'a rien à voir avec la religion, comme chose qu'on appelle. Madame Liba Labaoui l'a dit. Hein? L'Iran n'a pas été agressée parce qu'elle est musulmane. Elle est musulmane. Et puis Madame Liba Labaoui, elle connaît très bien l'histoire d'Israël. Écoutez, moi je souhaiterais qu'elle fasse une émission où elle va mieux expliquer ce que c'est l'État d'Israël. Parce que les sionistes qui se sont infiltrés en Israël, ce sont eux qui sont en train de créer le chaos dans le monde entier. Et comme ils connaissent l'histoire du peuple d'Israël, qui est en réalité un vrai peuple de Dieu, et qui est un peuple qui est respectueux des choses qu'on appelle de l'humanité. Donc ces sionistes, ces criminels qu'ils ont ramassés par-ci, par-là, ces ramassés qu'ils ont envoyés là-bas, qui se font passer pour des Israéliens, ne sont pas des Israéliens. Alors, mais pourquoi est-ce qu'ils enlèvent toutes les caméras dans les rues en Israël? Depuis que le conflit a commencé là, ils ont enlevé toutes les caméras dans les rues. Et nous voyons, il y a des images qui apparaissent où des chrétiens sont malmenés par ces sionistes-là. Lorsqu'on jette des bombes et que des chrétiens veulent aller se réfugier et choses qu'on appelle dans le sous-sol, ces sionistes-là s'opposent. Ces sionistes-là s'opposent. Donc dites à cet inculte que cette histoire n'a rien à voir avec la religion chrétienne. Et que ces criminels sionistes qui sont là-bas, là, qui sont en train de tuer les peuples dans cette région-là, ça n'a rien à voir avec le christianisme, ça n'a rien à voir avec les choses qu'on appelle. Ce sont des hommes sanguinaires qu'ils ont ramassés par-ci, par-là, qui sont en train de répandre encore dans le monde entier, comme Mme Liba Labaoui l'a si bien dit. Et puis c'est vrai, avec nos États complices, avec nos dirigeants complices qui acceptent ces personnes qui sont en train de venir encore pour coloniser l'Afrique, pour nous martyriser. Vous étiez en train de parler de la traite négrière, de l'esclavage et des choses qu'on appelle du colonialisme. Et ces choses-là ne sont pas encore finies. Je pense qu'on doit faire beaucoup attention aux thèmes. Parce qu'ils ne veulent pas prendre, n'acceptons pas des thèmes qui vont prendre pour falsifier l'histoire et puis nous berner. En réalité, ils veulent venir recoloniser l'Afrique. Et ça, c'est impossible. Je pense que nous allons nous dresser contre ces gens d'individus-là. Et surtout ce soi-disant général-là, laissez-le dans la poubelle de l'histoire. Il n'a rien à faire. On ne doit même pas mentionner son nom dans une telle émission qui est aussi importante que les choses qu'on appelle For You Matin. Il ne faut pas qu'il gâche notre journée. Merci et puis bonne journée. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions, monsieur. Merci beaucoup pour cette contribution et très bonne journée à vous également. Nous allons fermer le standard avec le dernier appelant. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Je voudrais dire bonjour à M. Tangana. Voilà, dire bonjour je veux dire bonjour à M. Tangana, dire bonjour au président Matomba qui est venu aujourd'hui sur
en tout cas à l'antenne, et dis bonjour à Madame Linda. Ce que je voudrais dire, c'est que ce soit la traite négrière, qui est une dérivée, je veux dire quoi, qui est la mère du, je veux dire, du traitement inhumain qu'on a eu, et tous ces dérivés qui sont le colonialisme en allant jusqu'à l'esclavage, en allant tout ça, ce sont des dérivés de tout ce qui est la traite négrière. Donc aujourd'hui où nous sommes, nous Africains, nous ne devons même pas, moi je dis que nous ne devons même pas pleurer, nous devons nous battre de ce que nous fermions l'Afrique à tous ceux qui nous ont colonisés depuis des années. Quand Mme Linda est en train de nous dire qu'il y a aujourd'hui un peuplement de ces gens qui sont des Khazars, moi je veux dire que quand les gens parlent d'Israël, mais Israël, les Israélites eux-mêmes qui sont là-bas, qui ont été envahis par des Khazars, parce que les Israélites vivaient tranquillement avec les Palestiniens. Quand en 1948, ils ont créé l'État d'Israël avec Ben Gourion, et ils sont allés les envahir. Et aujourd'hui, ces Khazars-là, avec leur sionisme, avec leur Talmud, ils sont allés là-bas. Et ces Talmudistes-là, aujourd'hui, croient bien que Israël, c'est à eux. En créant une armée qui est entretenue par les Américains. Mais les gens pensent que nous ne connaissons pas leur histoire. Aujourd'hui, l'Afrique, nous devons fermer l'Afrique à ces gens-là. Sinon, demain, s'ils viennent sur notre territoire, le territoire africain, surtout l'Afrique noire, c'est là qu'ils veulent aller s'installer. Parce que s'ils s'installent au milieu de nous, ça va créer des problèmes. Mais regardez ce que ce monsieur-là est en train de dire, ce Tougandais. Mais c'est parce qu'il est ignorant. L'ignorance tue. Il faut qu'il puisse comprendre que être chrétien ne veut pas dire qu'il faut à tout prix que ce soit Israël qui soit à la tête de tout, qu'il lise bien sa Bible. Le christianisme n'est pas né seulement qu'en Israël, c'est faux. C'est faux. Les premiers chrétiens n'étaient pas des Israélites. Moi, je veux dire, ils ont leur religion qu'on appelle le judaïsme. Mais le judaïsme, n'importe qui peut être judaïste. Moi, je peux être judaïste aujourd'hui. N'importe qui peut appartenir à la religion qu'on appelle le judaïsme. Mais aujourd'hui, c'est Khazars qui ont pris le judaïsme comme leur religion. Et que quand vous parlez un tout petit peu, oui, tu es antisémite, tu es comme ça. Mais les sémites sont partout, qu'on appelle au Moyen-Orient. Mais on ne sait même pas pourquoi les gens veulent nous prendre comme des gens qui sont des ignorants en nous manipulant. Moi, la manipulation, je n'y rentre pas. Que ce monsieur qui est en Ouganda cesse d'être manipulé et qu'il ne puisse manipuler l'armée ougandaise à pouvoir le suivre. Il faut qu'il puisse comprendre ça. Nous, Africains, nous sommes des humanistes, nous n'avons pas besoin de guerre chez nous. Voilà. Et si ces gens-là viennent nous envahir, il faut que nous puissions nous réveiller pour leur dire qu'ils n'ont qu'à aller là où ils viennent, ces Khazars. Ils ont un territoire en Russie qu'on appelle Borobejan. Qu'ils aillent là-bas, aller rester là-bas et vivre là-bas. Et que leur mal, nous ne pouvons pas, en tout cas, entretenir le mal sur notre territoire africain. C'est tout ce que je voudrais dire. Et que les Africains se réveillent et qu'ils ne tombent pas dans l'ignorance en suivant ces hommes. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous également, M. Mar. Merci. Et très bonne journée à vous. Nous tirons vers la fin de cette émission. Nous allons rapidement faire le tour de table pour sortir. Madame Labaroui, on commence par vous pour sortir. Écoutez, en ce moment, depuis à peu près 1 an, Israël a vendu du matériel d'espionnage au Togo, l'Ouganda, le Mali malheureusement, il y a aussi le Bénin,
ils ont vendu du matériel d'espionnage pour espionner les opposants. Il y a d'autres pays africains, j'ai oublié, j'ai pas l'affiche pour tout citer. Donc, on espionne les opposants. En contrepartie, il faut normaliser et il faut aider Israël à continuer à exister. Là, j'attire l'attention de tout le monde. On a créé des monarchies dans la péninsule arabique pour payer toutes les guerres, financer toutes les guerres et soutenir Israël parce que l'existence d'Israël, c'est l'existence des monarchies. On a envie de nous créer en Afrique la même chose, avoir un seul parti, espionner les peuples, espionner la population, espionner les opposants. Voilà ce que c'est que le grand Israël, venir nous envahir et nous ramener les Khazars et les Ashkénazes chez nous. Et malheureusement, nous avons des États où il y a des dictateurs qui sont au pouvoir et puis qui veulent continuer à dominer les peuples. Mais quand j'entends les téléspectateurs, je suis rassurée et je termine avec ça. Je fais confiance au peuple africain, pas les dirigeants, aucun dirigeant, même le président Tebboune. C'est les peuples qui changeront le destin de l'Afrique. Et merci à tout le monde. Merci à vous, Madame Labaroui. Merci beaucoup et très bonne journée, Monsieur Henri Tongana. Oui, c'est toujours des sujets assez complexes. C'est là parce que ça mélange beaucoup de choses, la religion, la foi, l'utilisation de la religion pour des buts politiques. C'est vieux comme le monde. Demandez-vous pourquoi la religion catholique est devenue une religion d'État en Europe, dans tous les pays occidentaux, et que les rois, les monarques étaient consacrés par le pape. L'être humain a toujours utilisé la foi des autres pour les manipuler. Alors, il ne faut pas confondre alors religion, foi, croyance et tout ça. Donc, il faut bien dissocier ces choses-là, sinon on se perd. Maintenant, pour le général ougandais, ça me rassure de savoir que tous les téléspectateurs ont compris que c'est plus un influenceur dans les réseaux sociaux qu'un communicant au nom de la République ougandaise. Là, il parle d'ailleurs de religion, des juifs ougandais, il y en a quoi, il y a 2000. Il n'y en a pas beaucoup, hein. On les appelle d'ailleurs les Abayudaya du Rwandais. Il y a les juifs éthiopiens, c'est des falachas. Le mot m'est revenu. Et d'ailleurs, le mot falacha est péjoratif. Il faut, quand vous appelez quelqu'un falacha, il prend ça pour du mépris. En général, en Israël, c'est les juifs éthiopiens. J'aime souvent mettre une dose d'histoire parce que très, très souvent, avec les mêmes connaissances, un des cerveaux moyens arrive à des conclusions identiques. Très souvent, les différences de conclusions sont dues aux différences de connaissances. Et parfois, on parle des choses qu'on connaît très, très peu. C'est pour ça que j'aime toujours ajouter une dose d'histoire. Les gens se rendent compte à ce moment que les choses sont beaucoup plus simples qu'elles n'apparaissent. Voilà. Donc, pour les propos de l'Ougandais, je ne sais pas s'il veut continuer à servir de chair à canon, comme on l'était pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ou comme le président Matomba a dit, c'est quelqu'un qui est en train de faire un clin d'œil aux États-Unis pour leur dire, ben, je vous fais allégeance. Si vous me demandez de vous, et que c'est plutôt, et d'ailleurs, je crois que le président Matomba a raison là, c'est plus un clin d'œil aux États-Unis que ce général est en train de faire. Vous savez, et voilà. C'est globalement ça. Ça vaut, comme beaucoup de téléspectateurs ont dit, ça ne vaut pas beaucoup. Le personnage n'en vaut pas beaucoup la peine, et je sors par là. Merci à vous, Monsieur Henri Tongana, président Matomba, donc pour sortir définitivement. Oui, je dirais que ce soit pour les réparations ou pour des conflits internationaux, le problème est le même. L'Afrique est encore trop souvent en position de réaction et non d'initiative. Le 21e siècle doit être celui où l'Afrique cesse de subir de l'histoire et l'Afrique doit aller beaucoup plus loin que de subir. Et cela va passer forcément par la justice et puis l'indépendance stratégique du présent. Donc vous comprenez, Madame Siké, que aujourd'hui la position africaine dans l'un des cas ou dans l'autre doit être une position qui bénéficie avant tout à l'Afrique et aux Africains. Et l'Afrique doit pouvoir démontrer aux yeux du monde qu'elle a la capacité de parler d'une seule voix aussi. C'est très important. Et
qu'elle a la capacité de penser à son développement et à sa sécurité. Qu'elle n'a pas seulement la capacité de maintenir certains dirigeants au pouvoir. Oui. Je vois je ne dirais pas que c'est un clin d'œil que Linda Labaoui a fait en parlant, n'est-ce pas, du matériel d'espionnage qui est vendu à plusieurs pays, mais que le matériel, ou alors qu'elle est capable elle, de construire son matériel d'espionnage contre les autres puissances, et non contre ses propres enfants ou alors les opposants, mais aussi qu'elle peut, n'est-ce pas, se développer stratégiquement sans que les uns et les autres ne soient impliqués dans son développement stratégique. Aujourd'hui, on peut tirer des leçons de tout ce qui se passe entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Vous voyez que depuis le début du conflit, l'Amérique a fait plusieurs déclarations selon lesquelles on a détruit tout le matériel logistique, les lance-missiles et tout un tas de trucs de l'Iran, mais personne ne comprend, ils ne comprennent pas pourquoi l'Iran continue de lancer les missiles et comment est-ce que ça se passe. Et le stock des missiles ne s'épuise pas. Au contraire, donc aujourd'hui, les leçons doivent être tirées. Est-ce que notre sécurité doit être hypothéquée? On a vu que ceux qui ont hypothéqué ou alors qui ont donné la possibilité à ceux-là qui disaient qu'ils sont les gardiens du monde, c'est-à-dire les États-Unis, pour leur sécurité, sont en train de subir aujourd'hui la plupart des pays du Moyen-Orient. Est-ce que nous devons continuer à entretenir les bases militaires étrangères dans notre continent quand on sait que ces bases sont uniquement faites pour éloigner le conflit de leur terre et attaquer nos pays ou alors nos voisins à partir de nos pays? Je crois que des leçons doivent être tirées et nous devons aussi comprendre que notre développement stratégique relève et relèverait du plus grand secret et nous devons y travailler parce que personne de gaieté de cœur ne nous dira « je vous aime, je vous accompagne ». Pour preuve, lorsque nous parlons d'esclavage, ils se taisent. Lorsque nous parlons de colonisation, ils se taisent. Ça démontre à suffisance que tout ce qu'ils ont mis en avant depuis des années comme quoi étant des aides pour nous amener à nous développer, pour nous amener à atteindre un niveau de vie, n'étaient pas des aides. C'était des aides d'asservissement pour que nous ne puissions pas nous lancer dans ce qui pourrait construire véritablement notre continent. La preuve est là aujourd'hui. Prenons le Sahel, il y a quelque temps encore. Il y a au niveau de l'Union africaine des budgets qui avaient été, si vous voulez, des montants qui avaient été arrêtés pour lutter contre le terrorisme. L'Afrique n'a pas pu mobiliser ces sommes. Mais quand on a vu l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, l'Ukraine a levé autant de financement que possible pour combattre la Russie. C'est-à-dire ces pays ont mobilisé autant de ressources financières, autant de matériel. Pourtant, les Africains ne demandaient pas plus. Ils demandaient beaucoup moins, mais n'ont jamais été aidés. Donc, les leçons doivent tirer selon lesquelles personne, l'Occident n'a jamais aimé, n'aidera jamais, n'a jamais aidé l'Afrique. Et c'est à nous de tirer des conclusions et de faire ce qui est juste, de ne pas attendre des aides venant d'eux, de ne même pas imaginer une sollicitation parce que la réalité est là, elle est froide. Ils veulent tout simplement continuer à nous piller, à nous utiliser sans toutefois pouvoir nous accompagner dans ce qui pourrait être, n'est-ce pas, un véritable développement pour nous. Madame Siké, je vais plus loin pour démontrer ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Regardez, voyez-vous, depuis plusieurs années, regardons la qualité des écoles techniques que nous avons en Afrique. La qualité des écoles que nous avons. Et nous continuons à prendre nos enfants en envoyant dans leurs écoles parce que pour eux, leurs écoles sont les mieux qualifiées pour éduquer ou pour mettre nos enfants sur le véritable chemin de développement. Mais si tant vous nous avez aimés et que vous vouliez nous aider, pourquoi les mêmes écoles dans lesquelles nous envoyons nos enfants dans vos différents pays ne sont pas implantées chez nous? Pourquoi vous ne les avez pas implantées? Parce qu'en réalité, le souci n'est pas que nous puissions nous développer et nous devons donc comprendre et être fixés là-dessus qu'ils ne viendront jamais, ils n'ont jamais été là, ils ne seront jamais là pour nous aider à avancer. Nous devons nous aider nous-mêmes, faire ce qui est juste pour nous et développer nos différents pays. Et même notre défense, nous devons nous préparer beaucoup plus. L'Afrique doit donc se préparer un peu plus. Merci à vous, Président Matomba.
Merci également une fois de plus à M. Henri Atangana et à Mme Linda Labaroui. Toutes nos excuses pour les petites difficultés techniques et nos excuses également pour nos téléspectateurs qui nous suivent à travers les différentes plateformes. Nous espérons en tout cas que vous avez été quand même servi ce matin. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés. On vous souhaite donc une belle matinée. C'est la fin de cette autre édition de For You Matin. Restez en compagnie des programmes de For You Media Africa.